Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes sur la chaîne Live Doctors. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir le professeur Marc Zerbib. Merci. Bonjour, monsieur Zerbib. Bonjour, monsieur C'est Briel. un grand honneur pour nous de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes rapidement ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique, mais vous êtes aujourd'hui le chef de service de l'urologie à l'hôpital Cochin. Tout à fait. Mais vous êtes connu, vous êtes reconnu par vos pairs et par un très grand nombre de patients, mais vous êtes surtout le représentant de l'école française d'urologie, après les illustres professeurs Aboulker et le professeur Steg. Donc merci à vous de prendre un peu de votre temps pour tous les auditeurs de Live Doctors. Merci pour cette belle introduction qui m'honore. Aujourd'hui, nous parlerons avec vous du cancer de la prostate. C'est une affection dont on parle de plus en plus et elle reste encore un peu mystérieuse et nous serions heureux que vous puissiez nous développer, nous présenter cette affection. Le cancer de la prostate, il est sûr c'est un cancer d'actualité parce que c'est le cancer le plus fréquent de l'homme de plus de 50 ans. Et c'est un cancer qui est donc extrêmement répandu et qui touche des hommes en pleine santé qui n'ont pas l'habitude de consulter et qui, s'ils ne sont pas, entre guillemets, dépistés, risquent d'avoir un diagnostic retardé. Et donc, il faut penser, après 50 ans, effectivement, poser la question à son médecin traitant du risque de cancer de prostate pour éventuellement aller au-devant. D'autant plus que si on a des antécédents familiaux, c'est les cancers où la génétique familiale compte beaucoup, en particulier chez les personnes d'ethnie noire, où il y a une propension à développer les cancers parfois même très jeunes, ou bien lorsqu'il y a dans la famille un grand-père, un père, un fils ou deux frères, avec vraiment une ligne de succession familiale qui laisse penser au côté héréditaire de ce cancer, qui concerne environ 20% des cancers, et 80% des autres formes sont des formes dites sporadiques se développant chez quelqu'un qui n'a pas forcément des antécédents familiaux. Quels sont les symptômes du cancer de la prostate? Qu'est-ce qui va nous alerter quand nous avons un patient qui vient nous voir? Alors, en pratique, il y a très peu de symptômes. Il peut y avoir, d'ailleurs, c'est des signes d'appel qui doivent être le moment et le moyen de se poser la question de la prostate avec son patient. Il peut y avoir des signes d'appel, de difficultés pour uriner, mais qui sont bien fréquentes à partir de 50 ans. Se lever la nuit, avoir un jet affaibli, avoir quelques urgences pour aller faire pipi, ça peut être des signes d'appel urinaire, mais qui ne sont pas du tout symptomatiques d'un cancer. Le cancer, il est diagnostiqué par l'examen clinique, c'est-à-dire le toucher rectal, pour vérifier que la prostate ne soit pas indurée, qu'elle ne soit pas anormale dans son Indurée, volume. ça veut dire Dur de consistance, avec un nodule, quelque chose qui est palpé et qui n'est pas souple. Ça peut être juste localisé à un des deux lobes. La prostate a deux lobes, le lobe droit et le lobe gauche. Ça peut être sur toute la prostate, les deux lobes. Et parfois, il y a même un examen clinique qui est normal. Le toucher rectal peut être normal. Et c'est le deuxième examen d'appel, qui est le dosage dans le sang du PSA. PSA veut dire prostatique spécifique antigène, qui est donc un antigène spécifique de la prostate, qui peut orienter vers un cancer de la prostate, mais toute élévation du PSA n'est pas synonyme non plus de cancer de prostate. C'est donc cette difficulté qu'il y a pour éventuellement faire le diagnostic de cancer de la prostate, d'avoir des examens, des signes d'appel très faibles, des examens cliniques parfois très contributifs par le toucher rectal, mais parfois normal, et un autre examen que le dosage du PSA, qui n'a qu'une valeur d'orientation, car il peut, il existe un doute, aboutir à d'autres décisions pour confirmer le diagnostic éventuel de cancer de prostate. Donc à partir de ces éléments présents, vous allez donc décider de mettre en marche un certain nombre d'éléments diagnostiques complémentaires. Tout à fait. Tout ceci ne peut se faire qu'avec l'information du patient. Il faut que le patient sache, que son urologue, mais déjà que son médecin traitant, commence à évoquer cette possibilité, les incertitudes qu'il y a à faire un diagnostic et ensuite les éventuelles
incertitude qui aura à décider d'un traitement pour que sur un patient informé, d'autant plus qu'il a des antécédents familiaux, qu'il puisse en commun, médecin et patient, prendre la décision d'aller plus loin. D'aller plus loin dans le diagnostic, ça peut être la prescription soit d'une échographie de la prostate, et mieux actuellement, d'une imagerie par résonance magnétique, une IRM, qui semble être l'examen d'imagerie le plus précis actuellement pour essayer de déterminer dans la prostate l'endroit ou les endroits qui peuvent se comporter d'une manière anormale et qui pourront être ensuite la source, l'endroit où on va biopsier à travers le rectum, la prostate, pour prélever un tissu qui sera vu sous microscope pour affirmer ou pas l'existence d'un cancer de la prostate. C'est donc une démarche extrêmement pas à pas, où l'information sur l'intérêt, les effets secondaires des différents examens et les risques de chaque examen, en particulier infectieux pour la biopsie, pour que la décision soit prise d'un commun accord chez un patient informé, lui, et éventuellement son épouse, naturellement. Donc, pour reformuler, cette démarche diagnostique va se faire à partir d'un certain nombre de signes, le toucher rectal, les PSA, ensuite à partir des examens complémentaires que vous allez pratiquer, qui sont donc l'échographie, l'IRM et la biopsie. Et là, vous aurez donc un diagnostic de certitude. Voilà. Lorsqu'on a le diagnostic de certitude, de nos jours, ne tient que sur les données, les résultats de la biopsie. On ne peut pas affirmer sur une image qu'il y a ou qu'il n'y a pas de cancer. C'est le prélèvement, d'ailleurs multiples prélèvements à l'intérieur de la prostate, qui, lu par le pathologiste sous microscope, va pouvoir affirmer le diagnostic d'adénocarcinome de la prostate, donc cancer de la prostate, et même un peu son agressivité, puisqu'on va pouvoir déterminer sur les biopsies s'il y a une activité des cellules anormale, c'est ce qu'on appelle le grade, qui en l'occurrence sur la prostate est le score de Gleason. Donc, une fois que vous avez fait ce diagnostic de cancer de la prostate, vous allez, à partir des éléments donnés par l'anatomopathologie, avoir une classification. Quelle est la classification aujourd'hui admise des cancers de la prostate? La classification, elle est effectivement bien codifiée. Il y a donc les stades T1, c'est-à-dire intracapsulaires, qui n'ont pas dépassé la capsule et qui est l'enveloppe qui entoure la prostate et qui ne sont même pas perceptibles au toucher rectal et qui vont être diagnostiqués par ce que l'on vient de détailler, c'est-à-dire la biopsie. Et le stade supérieur est le stade T2, c'est lorsqu'il y a un nodule, donc une induration dans la prostate ou des indurations, mais qui sont confinées à la prostate, qui n'ont pas dépassé l'enveloppe prostatique, la fameuse capsule, et donc c'est un stade encore intracapsulaire, donc localisé à la prostate. Ensuite, il y a des stades localement avancés, lorsque le cancer a dépassé l'enveloppe de la prostate, la fameuse capsule, c'est les stades T3. Ça peut être dans l'atmosphère autour de la prostate, c'est les T3A, ou sur une petite glande qui est annexée à la prostate, qu'on appelle la vésicule séminale, et c'est des stades T3B. Et enfin, lorsqu'il y a des stades très évolués localement, c'est les stades T4. Et surtout, il peut y avoir des envahissements à distance vers les ganglions. C'est des stades N comme ganglion, nodes en anglais, positifs, ou des stades encore plus avancés avec des métastases en particulier osseuses. C'est des stades M+, qui malheureusement sont encore trop fréquemment des stades de découverte de la maladie, au moment où la maladie se révèle par une métastase qui peut être douloureuse dans les os, et le patient a mal, est souvent référé à un rhumatologue ou à des pathologistes plutôt osseux, et on va découvrir que la douleur est liée non pas à une hernie discale ou une arthrose, mais à des métastases au niveau du rachis, et c'est des stades qu'on veut ne plus voir apparaître parce qu'on a raté le stade précoce, où on aurait dû faire un diagnostic bien avant que la métastase ne se développe. Une fois que vous avez fait le diagnostic de cancer de la prostate, vous allez donc vous livrer à un bilan d'extension.
tout à fait. Qu'est-ce que c'est le bilan d'extension? Alors, il faut savoir si la maladie, au moment où elle est diagnostiquée, est encore, comme nous l'avons précisé, intracapsulaire, intraprostatique, donc localisée, ou si, malheureusement, elle s'est déjà étendue macroscopiquement et parfois microscopiquement. On a plusieurs examens pour voir localement si la maladie a dépassé cette fameuse capsule et a atteint les ganglions qu'il y a autour de la prostate. Il est vrai que l'IRM, qui a été faite souvent avant les biopsies, puisque on a noté tout à l'heure que l'IRM était un des éléments qui va orienter la biopsie, elle va donc servir au diagnostic, mais l'IRM sert aussi au bilan d'extension pour vérifier la fameuse capsule, pour vérifier les vésicules séminales et pour vérifier les ganglions locaux au niveau des ganglions pelviens. Le scanner abdominopelvien est un élément complémentaire qui permet d'éliminer qu'il n'y ait pas de métastase viscérale. C'est très rare au niveau du foie, exceptionnel, mais on peut mieux voir les ganglions, en particulier au-dessus du pelvis, au scanner que sur l'IRM. Tout ceci va dépendre du taux de PSA de départ. Si on a un taux de PSA au départ qui est bas, inférieur à 10 ou à 15, il n'est pas utile de faire tous ces examens, en particulier le scanner, car les risques d'avoir des métastases aux ganglions sont très faibles. De la même façon, le troisième examen, qui est la scintigraphie osseuse, est un examen qui va vérifier qu'il n'y ait pas de métastase osseuse. Alors, il est rare qu'avec un PSA inférieur à 20, il y ait des métastases osseuses. C'est-à-dire que l'indication de la scintigraphie osseuse est surtout réservée aux patients qui ont, au départ, un PSA supérieur à 20, où on craint fort des métastases. Voilà l'ensemble des éléments. Il peut avoir des examens pratiqués de manière plus exceptionnelle, qui sont que l'on appelle des TEP scans, c'est-à-dire ça combine le scanner et la scintille osseuse, avec un marqueur très particulier qui est la choline, qui est un marqueur spécifique des cellules cancéreuses de prostate et qui permet, avec une injection intraveineuse de ce marqueur, de vérifier où ce marqueur se trouve dans l'organisme, qui permet de voir s'il n'y a pas des métastases en dehors de la prostate. Ceci peut se décider lorsqu'on a un PSA un peu élevé et qu'on a la crainte d'avoir une métastase. On a un caractère plus précis qui nous permettra de mieux décider du traitement. Quels sont aujourd'hui, et je dis quels sont les traitements du cancer de la prostate? Alors vous avez raison de dire les traitements. Il y a plusieurs méthodes thérapeutiques qu'il faut exposer, et ensuite il y aura des indications thérapeutiques, car il n'y a pas un traitement univoque pour tous les patients. Il y a des traitements qui vont être à la mesure du patient, de son âge, du stade où c'est découvert, des morbidités, des autres maladies qu'il est porteur, et on verra ça dans les indications. Mais en gros, les méthodes sont multiples. La première serait de dire, on va retirer l'organe malade, la prostate, pour enlever le mal qui siège à l'intérieur de la prostate. C'est la fameuse prostatectomie totale. Cette prostatectomie consiste à enlever prostate, vésicule séminale et de suturer la vessie au canal de l'urètre pour que les hommes puissent faire pipi par les voies naturelles. Et ça permet d'avoir toute la prostate analysée sous microscope et non pas des simples biopsies qui sont qu'un sondage. Donc on a une meilleure évaluation du stade réel de la maladie lorsqu'on a retiré la prostate. Cette technique qui est très répandue, qui est pour les cancers localisés la première méthode pratiquée dans le monde à visée de guérison. On ne va pas imposer cette technique si on n'a pas des chances de guérison. Elle a des effets secondaires qui ne sont pas négligeables, un risque d'incontinence urinaire, risque qui est de nos jours inférieur à 5%. La majorité récupère très vite. Parfois, il faut 6 mois pour récupérer. Et la séquelle sur l'incontinence, donc perdre ses urines, en marchant, en toussant, en se levant, c'est moins de 5% des patients. Il y a aussi des effets, lorsque vous retirez la prostate, sur la sexualité. En gros, sachez que dès qu'on touche à la prostate, que ce soit par la chirurgie ou par la radiothérapie que nous envisagerons dans un instant, il y a toujours des effets sexuels. Le fait d'enlever la prostate fait qu'il n'y a plus d'éjaculation, puisqu'il n'y a plus de vésicule séminale et plus de prostate, il n'y a donc plus de possibilité d'avoir
des enfants. Alors, il est vrai que ce cancer arrive à un âge où les patients ont déjà, entre guillemets, fait leur devoir, mais on ne sait pas. Il y a des couples recomposés, il y a des patients qui ont des femmes jeunes, et donc il faut toujours les informer de ce risque, parce qu'éventuellement, on peut préserver du sperme à la banque de sperme, si j'ose dire, au sécos, et ensuite utiliser d'éventuelles paillettes. Le deuxième risque sexuel, qui est plus majeur et assez fréquent, c'est le risque d'impuissance sexuelle, de difficulté à obtenir une érection. Et ceci est lié au fait que le long de la prostate courent les nerfs de l'érection, ce qu'on appelle les fameuses bandelettes vasculo-nerveuses, et on ne les voit pas. Ça serait trop facile, on les voit, on les évite. On les évite et tout va bien. On ne les voit pas, c'est comme un réseau de fils électriques et on ne peut pas garantir au patient, même si on fait tout pour préserver ces fameuses bandelettes, que ce patient aura des érections après comme il en avait avant. Il y a toujours ce risque qui est amélioré par les nouvelles techniques, mais qui est pallié lorsque malheureusement cette impuissance et cette trouble de l'érection se révèlent en post-opératoire par des méthodes, soit des médicaments, des pilules dérivées du sildenafil, le fameux Viagra, soit des piqûres intracaverneuses que l'on apprend aux patients de faire, qui permettent d'avoir une vie de couple qui reprend et parfois une récupération qui peut être parfois tardive, jusqu'à 18 mois, des érections naturelles. Mais c'est la première méthode à viser de guérison, cette prostatectomie totale, surtout chez les gens jeunes. Alors c'est une question qui revient souvent concernant les problèmes sexuels, en tout cas chez nos patients. Est-ce qu'il y a un pourcentage? Et est-ce qu'il y a une garantie ou une certitude quant à ces problèmes-là? Alors, le pourcentage varie selon les équipes, selon le stade de la maladie auquel on opère le patient. Mais globalement, environ 40 à 50% des patients ont besoin en post-opératoire d'une aide, soit avec des médicaments, soit avec des injections intracaverneuses. Cette technique d'ablation de la prostate peut se faire par chirurgie. Hein. Cette chirurgie peut être avec une incision, c'est ce qu'on appelle la chirurgie à ciel ouvert. Elle peut se faire par célioscopie, avec ces fameuses banderies que l'on met dans l'organisme pour pouvoir retirer la prostate sans ouvrir. Et elle peut se faire maintenant, c'est la grande mode, au robot. Le fameux robot qui a été développé pour retirer la prostate. Et donc ces techniques-là, il semble qu'on voit un peu mieux les nerfs, on peut mieux les éviter. Et c'est toujours le même dilemme. Essayer de préserver les nerfs et passer trop près de la prostate et prendre un risque de laisser du cancer, c'est toujours le même dilemme. On est là pas pour avoir des érections en post-opératoire, on fait tout pour. Mais d'abord et surtout pour enlever le cancer. Il ne faut pas que ces techniques préservant les nerfs soient source de ce qu'on appelle des marges chirurgicales positives, c'est-à-dire un cancer qui a atteint les limites de l'ablation et qui reste quand même un peu présent dans l'organisme. Donc 3 techniques chirurgicales concernant le traitement du cancer de la prostate: la chirurgie classique dite à ciel ouvert, la célioscopie, tout à fait. Donc c'est-à-dire à ventre fermé avec des branches des trocars, voilà. Tout à fait. Et puis aujourd'hui la troisième technique, le robot. C'est pareil, c'est avec des trocars, sauf que le chirurgien n'est pas sur place, il est sur une console à 2 mètres et permet avec une vision à 3D, à 3 dimensions, une imagerie donc qui permet de voir le relief, d'avoir une chirurgie beaucoup plus aisée. On peut imaginer dans le futur une amélioration de ces techniques? Oui, elle est en permanente évolution avec des progrès technologiques qui permettent de travailler d'une manière plus sûre, plus rapide et qui permet surtout aux patients de rester très peu à l'hôpital avec une sortie à J2, J3 de plus en plus. Très rapidement. Très rapidement. La tentative d'une reprise d'une vie normale rapide. Voilà, en sachant qu'il faut quand même porter une sonde urinaire pendant au moins 5 à 8 jours pour que les sutures cicatrisent entre la vessie et l'urètre, ce qui reste incontournable de nos jours. Mais le délai, la durée d'hospitalisation est raccourcie par ces techniques-là. Mais le coût aussi. Le coût est augmenté car c'est une technique qui revient cher. Nous avons donc évoqué le premier traitement du cancer de la prostate, c'est-à-dire le traitement chirurgical, et nous avons dit qu'il y avait d'autres traitements. Tout à fait. Il y a deuxième grand traitement, c'est l'utilisation de la radiothérapie. Cette radiothérapie, elle peut être multiple. On peut effectivement mettre à l'intérieur de la prostate des grains d'iode radioactifs, c'est ce qu'on appelle la curithérapie,
qui vont venir détruire les cellules tumorales à l'intérieur de la prostate. C'est une technique qui se fait sous anesthésie générale, qui nécessite une courte hospitalisation et qui a l'intérêt de ne pas être source d'incontinence. Parfois, il y a des risques de rétention d'urine, mais c'est assez faible. Et il n'y a pas de risque immédiat de troubles de l'érection. Souvent, ces risques sont décalés dans le temps, puisque la radiothérapie recouvre l'ensemble de la prostate, elle va par conséquent un peu irradier aussi les nerfs de l'érection. Et à terme, celle-ci va un petit peu s'en trouver un peu dénaturée. Les rayons agissent dans le temps. Autant après la chirurgie, il y a un avant, si j'ose dire, et un après immédiat, risque d'incontinence et troubles sexuels. Autant après la radiothérapie, c'est plus un effet plus retardé. Et d'ailleurs, le PSA, qui est le marqueur d'efficacité, baisse lentement après radiothérapie, alors qu'après la chirurgie, il baisse immédiatement. Donc cette curithérapie est indiquée pour des patients qui ont un profil particulier sur lequel nous reviendrons dans les indications. Mais il peut avoir, au lieu de mettre des grains d'iode radioactifs, on peut faire de la radiothérapie externe à travers le corps. C'est ce qu'on appelle la radiothérapie par modulation d'intensité, qui permet de délivrer des doses importantes dans la prostate en ménageant la vessie qui est juste au-dessus et le rectum qui est juste derrière, pour minimiser les effets secondaires des rayons sur les organes adjacents à la prostate. Et cette radiothérapie externe est très efficace et elle permet de traiter un nombre important de patients, surtout d'un âge un peu plus avancé, car cette radiothérapie a comme effet secondaire, c'est que la chirurgie ensuite d'ablation de la prostate éventuelle n'est plus possible. C'est pour ça que ce choix doit se faire avant. On ne peut pas faire théoriquement de chirurgie d'ablation de la prostate après une radiothérapie ou une curithérapie. Mais ce sont des méthodes, lorsqu'elles sont indiquées, elles sont indiquées à bon escient, parce qu'on sait que l'indication de la chirurgie ne se prête pas sur ce patient donné et que cette méthode a les meilleures chances de le guérir, car c'est des techniques également à visée de guérison, avec des résultats excellents sur la guérison des patients de l'ordre de 85. Pour les personnes âgées, avez-vous dit. Disons un plus âgé, ou qui ne veulent pas de chirurgie, qui veulent avoir une intégrité anatomique qui fait que la chirurgie est refusée. Et on a les mêmes résultats concernant les problèmes d'extension éventuels. Oui, les résultats, lorsque l'indication est bien posée pour ces techniques-là qui s'adressent aux patients qui ont une maladie localisée à la prostate, intracapsulaire, la fameuse capsule dont on parle depuis le début, les résultats sont de l'ordre de plus de 85% de guérison avec 10 et 15 ans de recul. Très appréciable. Sachant que c'est un cancer qui, comme je l'ai dit, touche l'homme de plus de 50 ans, mais la moyenne d'âge du moment du diagnostic, elle est de 65 ans. Donc, atteindre l'espérance de vie de ces hommes-là, qui est plus de 80 ans de nos jours, avec un résultat positif, c'est-à-dire une absence d'évolution, c'est quand même un gain important. D'ailleurs, la mortalité du cancer de la prostate, ces 20 dernières années, a diminué. Et ceci grâce à ces attitudes de diagnostic précoce et de traitement approprié. C'est un des rares cancers, beaucoup de cancers dont la mortalité a diminué, c'est un cancer dont la mortalité a diminué d'une manière nette. C'est un beau message d'espoir, en tout cas. Bien sûr, c'est pour ça qu'on plaide pour un diagnostic précoce et ensuite décider au mieux au cas par cas. Il n'y a pas d'indication qui soit universelle, tous les patients doivent avoir ça. Chaque patient doit avoir un traitement adapté à ce patient, à son cas personnel. Quels sont les traitements médicamenteux du cancer de la prostate ? Les traitements médicamenteux ont une part importante dans le cancer de la prostate, plutôt à un stade un peu plus avancé, soit localement avancé, soit métastatique. Il y a deux grandes familles, l'hormonothérapie et la chimiothérapie. L'hormonothérapie consiste à traiter par médicament la testostérone. En fait, les cellules cancéreuses prostatiques se nourrissent de l'hormone mâle, la fameuse testostérone. Et l'on peut de nos jours bloquer par des médicaments, des piqûres ou des comprimés, essentiellement des piqûres, bloquer la sécrétion par les testicules de la testostérone, qui fait que son taux va s'effondrer dans le sang. Les cellules prostatiques ne vont plus, entre guillemets, avoir leur carburant nourricier et elles vont s'asphyxier. Alors, ce traitement peut être
un traitement unique, il peut être un traitement associé, en particulier à la radiothérapie. Lorsqu'on a un patient qui a localement une maladie qui a un peu dépassé les limites de la prostate et qu'on va le traiter par des rayons, eh bien, pour optimiser l'effet des rayons, on peut associer pendant 6 mois, 9 mois, 18 mois, 2 ans, ça dépend de chaque cas, un traitement hormonal, une hormonothérapie qui va permettre d'optimiser les résultats sur la survie. Alors, ces traitements hormonaux, lorsque vous allez diminuer la testostérone dans le sang, vous allez avoir l'équivalent d'une andropause. Alors, elle n'existe pas physiologiquement chez l'homme. Mais là, ça fait une andropause, il n'y a plus l'hormone mâle à un moment T, une action immédiate. Eh bien, il peut avoir donc des bouffées de chaleur, il peut avoir des sueurs, en particulier nocturnes, il peut avoir une certaine fatigabilité, certaines somnolences, des troubles un peu de l'humeur, une certaine... t'es un peu dépressif, il manque l'hormone mâle, c'est sûr, il manque l'hormone du stress, l'hormone de ce que j'appelle moi habituellement le tigre dans le moteur, il y a moins de tigre dans le moteur. Et donc ça fatigue un peu. Il faut donc informer les patients de ces effets-là. Si on impose ce type de traitement, c'est qu'on sait qu'ils sont utiles pour l'espérance de vie par rapport au cancer. Avec des effets sexuels également importants. Et naturellement, puisqu'il a cette fameuse andropause, il y a une impuissance médicamenteuse, à la fois physique, trouble de l'érection, mais aussi de la libido. Alors, les gens disent que c'est un peu entre guillemets, mieux vécu, parce que lorsqu'on n'a pas l'envie, puisque la libido a disparu, on vit un peu mieux le fait qu'on ait cette impuissance sexuelle. Mais il y a des patients qui sont extrêmement gênés, et on le comprend, et des épouses, des couples qui sont extrêmement désireux de maintenir une sexualité qui est difficile sous traitement hormonal. On peut utiliser les fameux piqûres, là aussi, donc, injections ou des comprimés. Les comprimés sont un peu moins actifs. C'est c'est plutôt les injections intracaverneuses qui ont, parce qu'ils agissent directement sur la verge, qui vont avoir un effet sur l'érection. C'est vraiment, à ce stade, pour ces médicaments-là, c'est ce qu'il faut préconiser lorsqu'il y a un désir de sexualité. La majorité des patients, entre guillemets, sacrifient à ce stade de la maladie leur sexualité. Alors par contre, ils sont réversibles lorsqu'on peut utiliser ces médicaments que pour une période courte. En général, il peut avoir une réversibilité. Pas toujours, mais il y a une réversibilité. Voilà pour l'hormonothérapie. Donc, en général, ce sont des injections intramusculaires ou sous-cutanées dont l'effet peut être sur 1 mois, ou l'effet peut être sur 3 mois, ou l'effet peut être sur 6 mois. Ça, c'est ensuite à discuter avec son neurologue de manière à avoir le meilleur choix pour que les patients puissent penser à refaire les piqûres, parce qu'il ne faut pas oublier de se traiter. Alors, sur le plan des médicaments, il peut aussi avoir, depuis une bonne dizaine d'années, l'utilisation de la chimiothérapie. Alors, c'est une chimiothérapie à base de Taxotere, qui est un produit qui est très connu pour le sein, et qui est utilisé aussi. Il y a d'ailleurs beaucoup de similitudes entre le cancer du sein et le cancer de la prostate. Pas tout à fait identiques, mais il y a des similitudes. En tout cas, la chimiothérapie par Taxotere a été prouvée comme efficace dans le cancer de la prostate pour les cancers de prostate métastatiques, au stade où, lorsqu'ils sont malheureusement découverts métastatiques, chose pour laquelle on se bat contre, ou lorsqu'ils ont évolué vers des métastases après un traitement local qui n'a pas évolué favorablement, et malgré tout le développement de métastases, cette chimiothérapie peut être utilisée en compétition avec les nouvelles hormonothérapies. Il y a actuellement, depuis 5 ans, à un moment où l'hormonothérapie par ces fameuses piqûres dont on parlait ne sont plus actives au niveau du cancer, on a une nouvelle possibilité d'utiliser toujours sur un rationnel hormonal de nouveaux médicaments péros en comprimé qui permettent de prolonger l'efficacité hormonale pendant plusieurs mois, voire années, et qui ont permis un gain de survie se mesurant en années, alors qu'avant, ça se mesurait en semaines pour ces stades malheureusement très évolués. Donc là aussi, beaucoup d'espoir, énormément de progrès ces 5 dernières années avec ces nouvelles molécules qui permettent de retarder le moment où
éventuellement, malheureusement, la maladie échappe à tout traitement, ce qui est devenu bien plus rare et tant mieux de nos jours. Mais cela existe malheureusement encore. Mais les nouvelles molécules ont vraiment un effet providentiel. Question que vont nous poser souvent dans les consultations nos patients concernant le traitement du cancer de la prostate. Vous avez dit qu'il y avait une possibilité, après une chirurgie de la prostate, de faire d'autres traitements. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec ces traitements médicamenteux, on puisse ensuite proposer une chirurgie de la prostate? Alors théoriquement, ce ne sont pas au même stade qu'ils sont médicamenteux indiqués. ou radiothérapie. Voilà. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt lorsqu'il y a eu une chirurgie qui a été faite et qu'on a, lorsqu'on étudie, on étudie la prostate sous microscope dans sa totalité et qu'on voit que ça a été un peu sorti de la capsule et que le PSA en post-opératoire reste encore mesurable, on peut faire de la radiothérapie sur le lit de la prostate. Là où il y avait la prostate, on peut faire des rayons en complément. Donc, habituellement, on utilise la radiothérapie après, entre guillemets, insuffisance de la chirurgie. Il est rare d'utiliser la chirurgie d'ablation de la prostate après échec de la radiothérapie. Par contre, la chirurgie, elle peut être utilisée si les patients, après la radiothérapie, ont des difficultés pour uriner. On peut, par les voies naturelles, les opérer pour désobstruer le canal et leur permettre de mieux uriner et éviter qu'ils se mettent en blocage urinaire. Mais la radiothérapie la chirurgie est rarement utilisée après la radiothérapie pour enlever la prostate. Autre question, après la chirurgie, peut-on imaginer d'avoir un traitement de type médicamenteux pour éviter une éventuelle récidive? Alors, en général, les traitements préventifs de la récidive, ils ne se prescrivent pas actuellement lorsqu'on a un PSA indosable et tout ça. Lorsque le PSA commence à réaugmenter, eh bien, on peut utiliser tous les médicaments dont on a parlé, l'hormonothérapie, la chimiothérapie éventuelle et les nouvelles hormonothérapies. On a la possibilité dans le temps d'utiliser ces médicaments pour augmenter les délais de réponse et de survie avec une bonne qualité. Là, vous avez une vraie progression thérapeutique que vous pouvez mettre en place. Tout à fait. Il y a tout un arsenal thérapeutique qui peut être utilisé soit en association d'emblée, soit en succession au fil du temps, en fonction de l'évolution de chaque patient. Là aussi, les Anglais appellent ça tailored sur mesure. C'est un traitement sur mesure qui se fait individu par individu. Quelles sont les indications thérapeutiques du cancer de la prostate? Alors, ayant évoqué toutes les méthodes, on va pouvoir maintenant, en fonction de chaque patient, éventuellement proposer la meilleure indication, toujours en information, en dialogue direct avec le patient et son époux, sa compagne en tout cas, hein, car on a vérifié, on a parlé des effets sexuels, donc tout ça doit être décidé d'un commun accord. Alors, lorsqu'on a affaire à un cancer qui est vu tôt, qui est diagnostiqué, le PSA est inférieur à 10, on a fait des biopsies, et puis on a un micro-foyer. Sur les biopsies, on a une ou deux biopsies qui montrent quelques millimètres de cancer. Eh bien, dans ces cas-là, on peut préconiser, lorsque le cancer est peu agressif, une surveillance active. C'est-à-dire, on dit au patient, on sait que vous avez un micro-foyer, il vous menace pas. On peut ne pas vous imposer, entre guillemets, un traitement d'ablation de la prostate ou de rayon ou autre, et vous proposer une surveillance active, c'est-à-dire bien définie, avec des rendez-vous fréquents, dosage du PSA tous les 3 ou 6 mois, éventuellement IRM, éventuellement une deuxième biopsie, au maximum 1 an après, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres foyers qui se soient développés. Ça peut être une attitude thérapeutique, surveillance active. Deuxième attitude, lorsqu'on a ces micro-foyers diagnostiqués précocement, on peut éventuellement faire ce qu'on appelle un traitement focal, c'est-à-dire traiter que la partie malade, et là, c'est en cours de développement. C'est pas encore validé, ce sont des protocoles où le patient doit signer son accord, et ça peut utiliser différentes voies thérapeutiques. Ça peut être des ultrasons focalisés que l'on projette sur cette zone malade, ça peut être des traitements par laser avec des substances dynamisante, ce qu'on appelle la photothérapie, qu'on injecte par voie intraveineuse et qu'on va éclairer avec une lumière laser dans la prostate. Ça peut être de la curithérapie localisée, ça peut être
toute une nouvelle série de nouvelles méthodes qui sont en cours d'évaluation et dont il est trop prématuré de dire quels en seront les résultats et qui, entre guillemets, restera comme le traitement de référence. Mais c'est possible. Lorsque la maladie est toujours localisée, mais lorsque elle est multiple dans la prostate ou avec une agressivité, un fameux score de Gleason élevé, eh bien, on va proposer soit l'ablation chirurgicale, soit la radiothérapie ou la curithérapie. Ça va dépendre de l'âge du patient, essentiellement, des pathologies associées qu'il a. Est-ce qu'il est coronarien, il a eu des pontages, il a un diabète instable, il est fragile, il a plus de 70 ans, qui reste jeune de nos jours, et on peut, dans ces cas-là, proposer plutôt que la chirurgie, de la radiothérapie, selon les méthodes dont nous avons parlé. Tout ceci se décide avec le patient pour lui exposer les effets positifs et attendus de chaque méthode, et le choix se détermine. On a que cet arsenal thérapeutique qu'on va utiliser à bon escient le plus souvent, lorsque la maladie est confinée à la prostate. Lorsqu'elle a dépassé les limites de la prostate, et qu'elle ne s'est pas étendue aux os, qu'elle n'est pas métastatique à distance, elle est localement avancée, c'est de nos jours le traitement standardisé qui consiste à faire de la radiothérapie, dont l'effet est optimisé par de l'hormonothérapie. Dans de rares cas, lorsque la maladie a faiblement dépassé la prostate, chez les patients très jeunes, on peut éventuellement proposer l'ablation chirurgicale de la prostate pour retirer le foyer initial, le foyer tumoral mère, si j'ose dire, et espérer une guérison, quitte à utiliser après la chirurgie des rayons pour éventuellement parfaire le résultat microscopique local. Voilà pour les éléments, pour les maladies qui ont dépassé localement la prostate. Lorsque les maladies sont découvertes ou ont évolué vers des métastases osseuses, le plus souvent, eh bien de nos jours, c'est l'hormonothérapie, avec souvent de la chimiothérapie associée. De nouvelles études ont montré que l'association hormonothérapie plus chimiothérapie était bénéfique pour le patient, pour une survie avec plusieurs années de recul meilleure à ce stade de découverte métastatique. Et ceci est pratiqué lorsque le patient a un état général qui permet de supporter la chimiothérapie, qui est en général à base de Taxotere bien tolérée, avec assez peu d'effets secondaires, mais qui doit être évalué naturellement en oncologie médicale. C'est un produit qui est largement utilisé. Bien sûr, tout à fait. Mais dans la prostate, c'était surtout réservé au stade très très évolué. Maintenant, c'est utilisé parfois au stade évolué, mais diagnostiqué au moment du diagnostic déjà évolué. Donc c'est une adjonction. Et ensuite, on a pour ces maladies-là, lorsque l'hormonothérapie n'est plus efficace, soit l'utilisation des nouvelles hormonothérapies, qui ont vraiment beaucoup ils nous ont permis d'avoir vraiment des réponses en survie notables, hein. Je vous le disais, c'était des maladies qui se comptaient en semaines de survie, maintenant qui se comptent en années de survie, donc c'est très important, et où l'association de ces nouvelles hormonothérapies en combinaison ou successivement avec la chimiothérapie. Il y a donc un arsenal thérapeutique. Il y a aussi le traitement lorsque les maladies sont métastatiques, avec des douleurs dans les os, avec un état général où la douleur est très marquée. On peut utiliser de la radiothérapie à visée antalgique et même actuellement du radium radioactif qui va venir placer sur les zones métastatiques osseuses et qui va considérablement diminuer les douleurs et aussi tuer les cellules cancéreuses dans l'os. Ce sont des nouvelles thérapeutiques qui sont présentes depuis 2-3 ans. C'est donc une véritable révolution sur le cancer de la prostate au niveau des traitements locaux ou généraux. Le but étant de maximiser la survie, celle-ci étant au mieux préservée et augmentée lorsque la maladie est diagnostiquée précocement. C'est donc qu'il vaut mieux, entre guillemets, avoir un diagnostic opportuniste en s'entretenant avec son médecin traitant sur la nécessité ou l'apport éventuel du dosage du PSA, qui est de nos jours quand même le moyen d'entrer, entre guillemets, dans la maladie pour la diagnostiquer assez tôt. Professeur Marc Zerbib, en mon nom personnel,
au nom de toute l'équipe de Live Doctors et au nom de tous les milliers et milliers de téléspectateurs de notre chaîne, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier pour le temps que vous vous avez accordé, pour ces informations magnifiques que vous avez pu délivrer avec ce message d'espoir. Je vous avais dit que ça serait, je m'adresse aux téléspectateurs, que ça serait un grand moment, un grand rendez-vous. Je ne me suis pas trompé. Merci encore. Merci à vous de m'avoir sollicité. Ça a été un plaisir de pouvoir m'exprimer sur ce qui fait effectivement presque l'essentiel de mes activités médicales et qui ont tellement eu de bouleversements ces 20 dernières années qu'il est important que ces progrès soient connus de tous.